Salut la gang, bienvenue à ce 65e épisode de Femmes de fer où je reçois les deux femmes derrière l'agence FDM, Francisca Dion, la fondatrice et présidente, et Claudia Martin, vice-présidente et associée. Alors l'agence, maintenant bien établie au Québec, a débuté dans le sous-sol des parents de Francisca. Les deux femmes racontent sans filtre les moments complexes du début de l'entreprise, leurs rencontres et associations, ainsi que leur plus grand exploit. Est-ce possible d'appuyer des clients qui traversent des moments incertains en ce moment? On les écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Salut Francisca, salut Claudia. Allô Sophie. Salut Sophie. Ça va bien? Vraiment très bien en fait. Pas grand-chose à se plaindre en ce moment. Probablement qu'on est, en tout cas, on est dans les choyés de cette pandémie, de tout ce qui se passe, mais quand on regarde les choses en perspective, franchement, ça va très bien. Mais je vais tout de suite sauter sur ce que tu viens de dire, Claudia. Pourquoi tu dis que tu es parmi les choyés de la pandémie? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que d'un point de vue affaires, si on peut dire ça comme ça, quand toute la situation de la pandémie est arrivée, c'est sûr que à l'agence, parce que pour te présenter plus officiellement, Francisca et moi, on est associés chez Agence FDM, donc c'est sûr qu'en tant que propriétaire d'agence de communication relations publiques, quand on a vu ça arriver, on a trouvé ça, ça a été un choc, ça nous a vraiment ébranlé pour finalement se mettre en mode solution puis réaliser à quel point on avait des clients extraordinaires avec qui on a fait affaire, mais avec qui on a développé des relations dans le temps, qui nous ont fait confiance, on leur a fait confiance. On dirait que les choses se sont placées naturellement avec eux autres. Fait qu'on est choyés dans le sens où on a été capable, on a été agile aussi, on a été capable de se lever les manches puis de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Mais on s'est rendu compte qu'on était bien entourés, qu'on formait toutes les deux aussi une équipe solide. Fait que d'un point de vue affaires, ça nous a aussi fait sortir plein d'opportunités, de choses qu'on pensait peut-être faire, mais que là, ça nous a mis devant le fait accompli. Ça fait du bien d'entendre aussi une histoire positive face à la pandémie parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a été extrêmement difficile et beaucoup de questionnements, de chamboulements de « OK, je pensais que j'aimais ça, faire ce que je faisais, puis finalement, non, on change de branche ou ma job existe plus, il faut que je me trouve d'autres choses. » Fait que ça fait du bien aussi de savoir que des choses ont continué, ont évolué, puis que vous avez appris de tout ça. On commence tout de suite le podcast comme ça, mais je veux juste vous lancer quelque chose des filles en intro. Francisca, Claudia, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se suit depuis... Écoute, Francisca, je pense que c'est depuis les débuts de notre carrière qu'on se connaît. En tout cas, j'essaie de me rappeler la première fois qu'on s'est rencontrés, puis c'est très difficile à piner, comme on dit, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se côtoie, puis j'ai connu les balbutiements de l'agence. Fait que Francisca, peut-être juste me rappeler au départ comment tout ça a commencé. Pourquoi tu as décidé, toi, de lancer cette agence-là? Ça, c'est la question à 1000 $ parce que pour vrai, l'explication peut être extrêmement longue, mais si je peux résumer pour pas perdre tout le monde dans l'histoire, c'est que à mes débuts, j'avais 24 ans. 24 ans, on s'entend qu'on a peu d'expérience, peu de ressources, on a généralement peu aussi de contacts dans l'industrie. Moi, je suis allée vraiment d'une opportunité du fait que on arrivait avec le marketing numérique, on arrivait dans l'ère où les entreprises avaient besoin justement d'un œil nouveau, d'un œil de gens qui connaissaient les médias sociaux, puis nécessairement, c'était nous, les jeunes, à ce moment-là. Puis ça a été une opportunité pour moi de démontrer que l'âge n'avait pas d'importance puis que c'était un avantage d'être jeune. J'ai 24 ans, j'ai déjà quelques années d'expérience dans une agence de publicité à Montréal et moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je suis à la maison chez mes parents en Estrie et je vois en fait que mon père a acheté une publicité dans un magazine local de Saint-Élie-d'Orford, alors qu'il vend en fait de l'équipement de soudure qui s'adresse donc à du B2B, mais il est aux côtés de pizza, puis il est aux côtés de
d'entreprises de beauté, là, des centres de cosmétiques, puis je me dis, mais voyons donc, quelle publicité non efficace et de l'argent gaspillé. Puis il me dit, ben c'est pas cher, il y a un représentant qui est venu me voir, puis ça fait du sens. Puis je me suis dit, mais ça pourrait tellement être un créneau de m'attaquer à des petites entreprises qui ont des budgets quand même assez intéressants quand on regarde sur l'année, puis qui auraient besoin justement de créativité, puis de comment on pourrait twister ça aussi sur les médias sociaux pour aller faire de leur budget finalement des campagnes stratégiques et intelligentes. Mm-hmm. Fait que ça, c'était ma première idée. Fait que là, de là est né FDM parce qu'au final, je pensais être une consultante. Fait que c'est les initiales de mon nom. Et M pour médias, marketing, parce que c'était ça qui était ma passion à ce moment-là. Si je reviens avec mon expérience en agence, en fait, j'ai travaillé sur des grandes marques qui ont fait leur introduction sur les médias sociaux. Puis en tant que coordonnatrice, j'ai eu l'occasion de prendre parole puis de faire valoir justement mes idées créatives qui ont fait que quand je me suis lancée à mon compte en tant que consultante, en fait, on m'a tout de suite approchée avec des grandes compagnies, de mes contacts en agence pour avoir encore mon avis, mon opinion sur le marketing numérique, comment on pourrait transposer les plans de communication plutôt traditionnels pour les mettre sur les médias sociaux. Fait que ça m'a vraiment jeté dans cette direction-là vraiment rapidement. Par contre, je dois dire que ça a été vraiment difficile, là. Ça, c'est la belle histoire, mais en réalité, les 2 premières années, il y avait pas de courriel qui rentrait, le téléphone sonnait pas, j'avais pas de ressources financières, j'avais beaucoup de misère. À chaque jour, je me disais, mais mon Dieu, je quitte et je vais porter mon CV dans des entreprises parce que c'est très difficile. À ce moment-là, j'habite à Sherbrooke, je fais du porte-à-porte. Ma mère me dit, let's go, lève-toi, sors de ta chambre, de ton lit, puis va rencontrer du monde. Ouais, aller rencontrer du monde, je vais leur dire quoi, c'est quoi. Fait que bref, ça a été un moment super difficile. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis complètement flabbergastée, si je peux dire ça comme ça, par le chemin parcouru, parce que comme on disait en intro ensemble, on a tendance toujours à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait changer là, pour que les choses aillent mieux. Mais quand on prend le temps de regarder en arrière ce qu'on a accompli, il y a de quoi être fier là, quand justement on a réussi à passer de moi qui travaillais dans le sous-sol chez mes parents avec pas de moyens à maintenant une entreprise qui est bien positionnée dans le marché, qui a une belle liste de clients, des beaux entrepreneurs à succès du Québec. C'est des fiertés pour nous. Puis aussi d'avoir une équipe talentueuse. Là, on a vraiment des beaux talents à l'agence. On a vraiment réussi à bâtir quelque chose de bien. Donc, c'est sûr que ça, j'ai fait finalement une histoire longue, là, mais je t'ai pas perdue. Non, c'est super intéressant parce qu'en fait, on entend souvent parler de la belle histoire de « alors voici mon point A, puis on est rendu ici, puis là, ça fonctionne bien ». Et je trouve ça important que tu dises que les 2 premières années ont été difficiles. Souvent, les entrepreneurs, même les 5 premières années sont difficiles. C'est tout, il y a plein d'apprentissages, on porte plein de chapeaux. Peut-être que toi, tu étais bonne dans le développement des affaires, mais peut-être pas en finance. Je sais pas c'est quoi tes forces, Francisca, versus Claudia, et comment vous complétez bien, mais au départ, il faut que tu t'occupes de tout, mais c'est pas nécessairement toutes tes forces et des fois, ça peut te freiner. Ça a été quoi le breaking point qui est de dire, oh là, ça marche. Là, je passe à un autre niveau, là. C'est sûr qu'il y a eu quand même des moments clés, là, qui m'ont fait comprendre qu'il y avait, une belle opportunité pour moi puis qu'il fallait pas que je lâche. À un certain moment, j'ai travaillé sur des campagnes pour Alliance Vivafilm à l'époque et j'ai eu la chance de rencontrer René Angélil puis il m'a dit « Continue, lâche pas puis un jour, tu pourras raconter les étapes que tu es en train de faire en ce moment, mais là, les gens, ils veulent pas la savoir. » Parce que les gens sont toujours fiers quand tu as réussi de savoir « OK, ça a été difficile, mais quand c'est difficile, ils veulent pas savoir. » Non. Fait qu'en gros, j'ai fait, ma stratégie, ça a été fake it till you make it. Mais là, Francisca, le mot de René vient de se réaliser. Tu es en train de raconter ton histoire. Je vais juste te faire souligner ça, mais vas-y. Exact. Fait que, tu sais, juste pour dire les vraies affaires, là, parce que allons-y sans filtre. Des fois, c'était moi qui répondais au téléphone, puis je faisais oui, à un moment, je passe Francesca, puis tu sais, là, je prenais 1-2 minutes, puis je répondais au téléphone. Parce que justement, j'avais, à ce moment-là, mon Dieu, je travaillais, bon, là, c'est quelques années plus tard, mais je travaille dans mon appartement sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai un client quand même à l'international pour les boutiques en ligne Milijo qui ont des vêtements
premium, là, ils ont du Burberry, des grandes marques pour enfants, petits bateaux, tout ça. Puis ils me disent, ah oui, puis c'était mon premier vraiment gros contrat pour l'agence FDM. Puis ils me disent, ouais, on va vous envoyer les produits à vos bureaux. C'est quoi l'adresse? Puis là, ils me disent, les livreurs nous disent que c'est une adresse résidentielle. Oups! Bref, le client, à un moment donné, est venu à Montréal. Ils nous ont dit, ouais, on aimerait ça là, à vos bureaux. Fait que j'ai dû inventer une histoire. Bref, c'était vraiment au début très, très difficile. Je dirais que ça a été aussi, tu sais, là, je raconte vraiment les espèces de trucs là, pour passer à travers, mais je dirais aussi qu'il y a eu le fait de tirer avantage, en fait, de ses faiblesses. Du genre, quand j'avais pas de bureau, dans mon discours, je disais, c'est bien parce que je mets l'argent sur les ressources, etc. Tu sais, ça a été toujours d'avantager finalement mes faiblesses. Fait que ça, je dirais que ça a été une façon d'y arriver. C'est-à-dire que quand Claudia s'est jointe à moi en 2016, là, à ce moment-là, l'agence allait célébrer son 5e anniversaire, en tout cas pas loin. On avait déjà un bon élan, là. Tu sais, bon, on s'était positionné comme étant une agence RP. On avait quand même plusieurs belles réalisations à notre actif, mais c'est sûr que moi, j'ai un peu bypassé, là. Je suis arrivée par instinct dans le monde des relations publiques, mais j'ai pas une formation en relations publiques. Moi, c'est vraiment en marketing et en commerce international. Fait que de me joindre à Claudia, qui, elle, avait à ce moment-là vraiment un point très complémentaire et très marqué au niveau de la différence avec moi, qui était, elle, bon, plus corpo, plus formation porte-parole, gestion d'enjeux, image de marque, gestion de crise, etc. Fait que ça a vraiment permis de complémenter et d'agrémenter l'offre, parce que c'est sûr que moi, je suis arrivée un peu instinctivement dans le monde des relations publiques parce que ma mission, c'était d'offrir des campagnes qui arrimaient les communications et le marketing. Puis c'est sûr que le biais de passer par des offensives de relations de presse a beaucoup de bénéfices pour plusieurs clients qui se qualifient pour des campagnes de presse. Donc, d'arrimer les deux ont fait que oui, effectivement, moi, je vais m'occuper en ce moment plus du développement des affaires. Claudia va s'occuper vraiment de la gestion au day-to-day de ces campagnes-là qu'on met en place, de la logistique, etc. Donc, effectivement, on a chacun nos rôles bien définis, mais on complète très bien. Puis comment vous vous êtes rencontrés, les deux? Flo? Ouais, je peux peut-être... mon Dieu, ça, c'est très drôle, en fait. Pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas de façon particulière de faire son chemin, en fait, je sais pas pourquoi. Je pense que je suivais Francesca sur les réseaux sociaux depuis un bout. Je travaillais en agence de relations publiques à ce moment-là, pour un compétiteur. Puis bon, je suivais Francesca, puis je trouvais donc qu'elle avait l'air d'avoir une vie glamour et extraordinaire. Make it, you make it. C'est ça, elle le fait très bien, écoute, c'était parfait. Puis je lui ai écrit sur LinkedIn 1 fois, 2 fois, 3 fois, je pense. Puis tu sais, on n'avait pas nécessairement d'occasion. Puis à un moment donné, j'ai pas lâché le morceau. Puis il y avait un poste, en fait, elle a affiché un poste, je pense, de coordonnatrice. Puis tu sais, j'avais trop d'expérience pour le poste, mais je l'avais appliqué pareil. Drôle d'histoire, c'est son chum qui m'a passé en entrevue à ce moment-là, puis qui a dit en raccrochant, tu sais, écoute, tu sais, ça serait la fille que ça te prend, mais elle a trop d'expérience, tu peux pas nécessairement aller chercher elle. Fait que ça reste de même, puis on reste en contact. Non, c'est encore pire. Il me dit, Fran, c'est absolument elle que ça te prend, mais elle est trop chère pour toi. Il y a une raison pour laquelle elle est plus chère, puis il y a une raison pour laquelle elle est bonne. Faut que je la rencontre parce que bon, si c'est une question financière, il y a moyen de s'arranger, il y a toujours moyen, de trouver des ressources. Fait qu'on s'est rencontrés, on s'est donné une date dans un restaurant au quartier du 30, puis ça a été vraiment un déclic, mais c'est drôle parce qu'on se connaissait pas avant. C'est vraiment une histoire on se suivait sur les réseaux sociaux, Claudia m'a écrit quand même à plusieurs reprises, puis vraiment au moment où je cherchais, elle m'a écrit par hasard. Mon Dieu, ça va faire 6 ans plus tard, on est associés, puis ça va extrêmement bien. Mais oui. C'est la preuve qu'il faut essayer, tu sais, aussi, parce que tu sais, Francesca, elle a eu l'ouverture de me rencontrer, puis moi, j'ai pas lâché le morceau. J'étais pas agressante, là, mais en même temps, j'ai pas lâché parce que j'étais comme, je trouve ça intéressant, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que Sophie, t'as travaillé au Clin d'œil. C'est comme, moi, j'ai eu mon premier stage dans ma vie au Clin d'œil parce que j'ai pas lâché d'envoyer mon CV sans arrêt. Puis, à un moment donné, on dit, coudonc, tu le veux vraiment, ma fille? Prends-le, le stage, on te le donne. Mais je peux-tu te dire, par exemple, ça, de ne pas lâcher le morceau sans être fatigante, là? Il y a 2 façons de le faire, là, mais je pense que c'est une des choses qui, moi aussi, m'a tellement aidée dans ma carrière, surtout au début, parce que t'as pas de nom, personne te connaît. Faut que tu te mettes de l'avant, puis il faut que tu montres tes skills que t'as pas encore vraiment développés.
faut que tu te prouves. Puis une des choses qui dit, pour avoir un stage au boss, quelqu'un qui lâche pas le morceau, tu te dis, bon, ben, elle va vouloir s'investir. Même si elle n'aura pas les tâches incroyables et glamour, mais elle va vouloir parce que elle veut être là, elle veut comprendre, elle veut apprendre, elle veut écouter, elle veut faire partie de ce qui se passe. Fait qu'en tout cas, tu sais, je pense que ça, de ne pas lâcher le morceau pour un client que tu veux vraiment ou pour un stage que tu veux vraiment, c'est vraiment un des points du succès, selon moi. Ben, ça s'applique à plein d'affaires, tu sais. Oui. Donc, quand t'as de la détermination, t'as envie, comme tu dis, t'es curieux. Puis tu sais, surtout en début de carrière, là, je veux dire, on veut tellement. Puis tu sais, même maintenant, on fait de l'embauche, évidemment, à l'agence. Puis les gens qui nous écrivent de façon spontanée, on dirait que ça arrive tout le temps dans le bon timing. Tu sais, des fois, t'envoies des offres d'emploi, puis tu reçois des CV, puis c'est cool, mais on dirait que c'est quelqu'un entre deux qui fait comme tabarouette. Hey, hot cette candidature-là, puis le message est hot, la personne elle a pris le temps de t'écrire personnellement. Tu sais, je pense que Francesca et moi, on est toutes les deux d'accord là-dessus. On aime ça, les gens. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est écrit sur le mur, mais suivre son instinct. On aime ça, les gens qui osent, puis qui essayent des choses différentes. Quand vous engagez, vous recherchez aussi ce genre de personnalité-là? Mais 100%. À un moment donné, on s'est dit, le critère d'embauche, c'est d'avoir le feu dans les yeux. Parce que quand tu as le feu dans les yeux, puis que tu as le talent, tout va suivre. Parce que c'est sûr que c'est très difficile, puis c'est ce que j'allais dire, on est dans une industrie qui est rough, on peut se faire dire non, la compétition est là, tout évolue rapidement. Fait que c'est sûr que c'est, de prime abord, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que si tu pars avec dans l'optique que, bon, ben, si tu te fais dire non ou que tu vis une embûche, ben, tu recules, ben, c'est sûr que t'es pas sorti du bois. Puis je pense que pour revenir au premier point de Claude, si je peux me permettre sur la pandémie, pourquoi ça a été positif pour nous, c'est que ça a fait ressortir justement cette force-là en nous qui est de jamais lâcher, puis oui, il y a le négatif, là, dans toutes les situations, il y a du négatif, mais moi, ma mère m'a toujours appris, il faut voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Puis la pandémie, les 10 premiers jours, honnêtement, on était complètement assommés, on a eu peur, puis on s'est dit « Oh my God, c'est la catastrophe », puis finalement, on a rebondi extrêmement rapidement. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, un an plus tard, on peut dire que ça a été bon pour nous parce que ça aurait pu avoir raison, puis ça aurait pu marquer la fin pour l'agence. Mais on a vraiment choisi de se battre, puis choisir aussi de croire que ça va bien aller pour de vrai, puis de prendre des décisions en fonction que ça va bien. Parce que c'est sûr que t'es moins en mode panique, t'es moins en mode, tu sais, quand t'es plus en contrôle, tu prends des décisions qui sont généralement, en tout cas, on essaie meilleur. Quand vous allez chercher vos clients, comment vous approchez cette façon-là? Est-ce que c'est les clients qui viennent vous voir parce que vous êtes vraiment incroyable? Ou est-ce que des fois vous dites, wow, hey, ça, là, ce client-là, faut qu'on l'ait parce qu'on veut tellement travailler sur ce branding-là? Ouais. Ben, les deux sont arrivés. Je dirais que là, c'est sûr que c'est beaucoup répondre à la demande entrante. On a cette chance-là. Par contre, nos grandes fiertés sont quand, par exemple, on a identifié une marque avec qui on veut travailler, on souhaite justement collaborer avec eux et qu'on leur écrit, qu'on fait une proposition, que ça marche pas, qu'on continue à les suivre de près, les relancer, puis que finalement, ça se conclut. Ça, c'est vraiment nos plus grandes fiertés. Puis c'est pas pour dire que ceux qui viennent à nous, c'est gagné d'avance. Il faut aussi, même s'ils savent notre réputation, même s'ils ont entendu parler de nous, ça reste que, comme je disais, la compétition est extrêmement forte. L'offre aussi est bien développée ailleurs. Là. Oui, chez nous, on a une belle expertise, on a une façon de faire aussi, je pense, qui se démarque, mais ça reste que on a une compétition heureusement très forte parce que c'est ce qui nous garde sur on our toes. Oui, mais est-ce que vous êtes fatigué de ça? Parce que je pose la question parce que depuis... Oui, je sais, parce que j'ai peut-être une petite idée de ce que vous allez me dire, comment vous vous sentez, là, mais tu sais, pour être, bon, ça fait longtemps que vous êtes quand même dans le domaine, vous êtes établi. J'imagine qu'il y a bien des choses qui ont changé depuis que vous avez commencé l'agence. Puis c'est tout le temps en mouvement. Puis on dirait que pour moi, de l'extérieur, tout va toujours plus vite. Il y a toujours une nouvelle affaire. Il faut toujours être au tout courant de quelque chose qui s'en vient. Comment vous restez toujours à l'affût et est-ce que des fois, vous avez le goût juste de vous poser, de faire comme, OK, on peut-tu arrêter ça là? On va juste se développer sur ce qui se passe maintenant. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si on est dans ce domaine-là, c'est
c'est ça c'est comme notre adrénaline, c'est notre envie justement de se réinventer. Tu sais, moi, ma phobie, c'est drôle parce que mon souhait quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir 30 ans pour être pris au sérieux. Là, j'aimerais rester dans la trentaine parce que je trouve que c'est là justement qu'on a de l'expérience, mais on a encore justement envie de se battre, travailler vraiment intelligemment, mais aussi fort. Mais c'est sûr que dans quelques années, peut-être qu'on va se dire, OK, là, c'est le temps de prendre un break, là, mais non, en ce moment, moi, c'est sûr que ça me garde en vie, ça me fait justement réfléchir plus. Puis, tu sais, tantôt, tu demandais Claudia et moi, tu sais, justement, nos forces, mais le fait qu'on est très complémentaires puis qu'on est deux aussi, ça fait qu'on se challenge entre nous parce que oui, le challenge, il n'est pas toujours de l'extérieur. Des fois, c'est par exemple, moi, j'ai une idée, là, Claudia, j'y présente, elle me dit non. Fait que là, faut que je réfléchisse à comment je peux lui faire dire oui. Fait que ça me garde aussi, tu sais, allumée, ça me permet de réfléchir puis je suis pas mal sûre que de son côté, c'est la même chose, mais tu sais, il faut aussi, entre nous, se convaincre de nous. Il faut aussi ensuite réussir à bien les présenter à l'équipe, réussir à les convaincre que notre idée est la meilleure puis qu'on doit tout travailler fort pour aller dans cette direction-là. Ensuite, il y a avec les clients, avec les médias. Fait que je pense que c'est le travail de notre métier d'être allumé puis de rester justement actuel. Mais oui, des fois, on s'appelle le soir puis on est comme, oh mon Dieu, on n'aura pas une facile. Tu sais, à tous les jours, il y a un challenge. Puis ça, c'est sûr que des fois, ça devient essoufflant. Mais au final, même si on est essoufflé, c'est ce qui nous garde en vie. Comme disait Francesca, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait qu'on se lève le matin, qu'on a envie de travailler. Tu sais, je regarde, pour faire une analogie, mais je regarde mon conjoint qui est ingénieur, puis pour qui il y a tout le temps des gros projets, mais c'est très 1+1, ça fait toujours 2, puis ils vont pas changer le calcul pour faire quelque chose de différent, tu sais. Versus, fait que c'est plus routinier versus nous, 1+1, ça ne fait jamais 2. Ça le fera pas, ça peut faire 3, ça peut faire 10 000, ça peut faire 100 millions. On n'en a jamais aucune idée avant de partir le projet. Fait que ça nous tient tout le temps justement sur nos orteils. On est tout le temps un peu en train de se dire, ben justement, est-ce qu'on fait la bonne affaire, de se remettre en question. Fait que oui, il y a des jours, on se le cachera pas, il y a des jours où on est comme, OK, est-ce que ça pourrait être une petite journée pantoufle aujourd'hui qui se passe bien, puis que les choses se font normalement, mais en même temps, quand on finit la journée puis on a réussi à passer à travers des situations des fois plus difficiles, mais on est fiers aussi de l'avoir fait. C'est tellement la plus belle paye. Pour vrai, là, quand on réussit, tu sais, Claude Panzy, là, quand j'en ai des frissons en ce moment, mais quand on réussit une victoire, on est comme, oh my God, on mérite la célébration parce que ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, c'est présenté comme étant glam. C'est vraiment, tu sais, c'est tellement pas glam. Puis, vous dire à quel point on se ronge les ongles, puis qu'on se stresse, puis qu'on se remet en question, puis qu'on se challenge. C'est ça, notre quotidien, là. C'est pas relax. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont marqué à vie? De dire comme je peux pas croire qu'on a fait ça, nous, dans notre agence? Ben, il y en a plein, là. C'est sûr que le plus classique et fameux, c'est le cas du Beach Club parce que on a été amené à travailler, tu sais, bon, avec l'équipe de Kylie Jenner quand même. Justin Bieber, finalement, ça sera jamais concrétisé, mais on a travaillé étroitement sur le projet. Paris Hilton, dans le Desiderium. Fait que c'est sûr que ça, c'est des mandats qui sont faciles à nommer parce qu'on n'oubliera jamais ça. Tu sais, je veux dire, on nous a vus dans Keeping Up with the Kardashians. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même assez grandiose. Mais de l'autre côté, tu sais, travailler avec Caillou pendant 4 ans, ça aussi, c'en est un autre que j'oublierai jamais parce que, mon Dieu, c'est des moments farfelus. Tu sais, on a fait plein de choses. Ça m'a amené à faire des chroniques à la télé, tu sais, choses qu'aujourd'hui, jamais je ferais, là. Tu sais, le fait aussi qu'on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs québécois, ben, tu sais, on a accès aux entrepreneurs directement qui nous partagent, tu sais, justement, comme il y a certains clients, dont un en particulier, Cozy, pendant la pandémie. On est encore dans notre mode panique. Là. On est dans les 10 premiers jours qu'on apprend le shutdown. On est sur un appel, puis c'est lui qui nous rassure en nous disant, moi, les filles, là, j'y crois à la publicité, j'y crois au marketing parce que j'ai fait mes lectures. Puis en 2008, c'est ce qui a sauvé les entreprises de la crise économique. C'est ceux qui ont continué à faire du marketing. Puis je dis, ce que tu viens de me dire, ça vient de faire ma journée parce que tu as vraiment raison, puis ça me relance sur cette piste-là. Fait que c'est sûr que
il y a des phrases aussi comme ça, des fois, qui vont nous marquer. D'autres fois, ça va être des campagnes en particulier. Des fois, ça a l'air drôle, mais remporter un appel d'offres, puis que tu mets ton énergie là-dedans, puis tu sais que tu es en compétition avec plein d'agences, puis tout d'un coup, ben c'est toi qui es sélectionné. Quand tu travailles avec aussi des organisations publiques, parapubliques qui sont prestigieuses ou avec des grandes marques reconnues, moi, je pense que c'est ça un peu aussi qui me rend particulièrement fière, mais aussi la référence de clients. Des clients qui nous réfèrent, des clients qui quittent et qui reviennent parce qu'ils trippent trop sur l'offre de service, l'équipe, la vision, la philosophie. Au niveau de la COVID, vous aviez un bureau, vous aviez toute votre équipe là, tout le monde travaille de la maison, c'est ce que j'en déduis. Comment vous gardez les troupes motivées avec 10 000 Zooms par semaine, en faisant confiance à votre équipe qui travaille fort? Comment vous faites ça? Et ça a été notre défi 2020. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que la vie FDM, qu'on a souvent mis avec le hashtag sur nos réseaux sociaux, est très forte. Puis je pense que c'est ce qui gardait justement tout le monde allumé, tout le monde en équipe. Puis de transposer ça virtuellement, ça n'a pas été facile. Surtout dans le cœur de la crise. Là, au printemps dernier, au premier confinement, on n'avait pas le temps de prendre des nouvelles, on n'avait pas le temps de se demander comment tout le monde va puis de prendre soin de notre équipe. On était vraiment en mode réaction, puis on mettait tous nos efforts et notre temps sur nos clients qui en avaient extrêmement besoin. Après ça, quand ça s'est calmé puis on a repris le contrôle, on s'est vraiment concentré justement sur la marque employeur 2.0 et qu'est-ce que ça allait être, comment ça allait se traduire avec la nouvelle réalité. Jusqu'encore aujourd'hui, on est en ajustement puis on améliore nos processus, mais ça a été quand même le défi de l'année. Puis tu sais, juste pour dire à quel point on s'y attendait pas, tu sais, la semaine du premier confinement, en fait, le lundi, on avait reçu, ça faisait 1 an qu'on était en négociation avec le quartier 10-30 pour agrandir nos bureaux. On avait reçu, justement, tu sais, le bail, puis on s'en allait, là, signer. Puis, ben moi, je suivais de près ce qui se passait avec la COVID à l'international. Je me suis comme dit, on va laisser ça quelques jours passer, voir, tu sais, est-ce que ça va s'en venir ici? Si oui, est-ce qu'il va avoir un impact? Puis finalement, ça a été vraiment un bon réflexe parce que 2 ou 3 jours après, on était en lockdown. On était extrêmement contents de pas avoir signé un agrandissement. Ça aurait été quand même lourd pour nous à porter, là. De l'autre bord, cette pandémie-là nous a forcé, en fait, à mettre en place un modèle qui sera éventuellement potentiellement hybride entre le télétravail et le bureau. Puis je crois que ça va nous offrir tellement un équilibre de vie entre le travail, le bureau, qui va être encore plus optimal, qui va aussi nous aider en fait, la pandémie nous a forcé à revoir notre façon de travailler. C'est sûr que là, on a subi plein d'ajustements, puis on a revu justement comment on allait transposer ça avec, tu sais, bon, nous, on avait la tradition au bureau de sonner le gong quand on a une bonne nouvelle. Là, on est en vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on fait pour garder cette folie-là? C'est sûr qu'on a dû revoir comment on travaillait. Puis, tu sais, le small talk de corridor, il y en a moins en étant à distance. Puis, c'est souvent ça qu'on voit le non-verbal de notre équipe, parce qu'il y en a qui vont bien. Des fois, c'est pas juste en lien avec le travail, c'est d'autres choses aussi personnelles. Pour te faire un petit aparté peut-être, mais tu sais, juste te dire, mettons, on vient de lancer un comité social, on a fait des activités des fois sur l'heure du lunch, d'origami, Francesca a fait un atelier sur le ménage parce que c'est une passion, des choses comme ça. Fait qu'on a mis plein d'activités aussi en place, puis on a voulu faire participer les gens, pas juste que ça vienne de nous, mais bien que ça vienne aussi de l'équipe, parce que ben ils savent aussi ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre. Fait que c'est ça, puis c'est le party de Noël, là, juste on était à distance, en Teams, puis ça a fini, je pense, à 1h30 du matin, là. Fait que quand même. avait besoin de jaser, avait envie, puis c'était vraiment magique parce que tu sais 15-20 personnes autour d'un Teams assis chacun chez eux avec sa petite décoration puis sa petite assiette, mais en même temps tellement enthousiastes de jaser avec leurs collègues parce que tu sais il y a plusieurs membres de l'équipe qu'on a intégrés en pandémie, fait en télétravail à 100%, qui ont peut-être même pas encore vu officiellement certains de leurs collègues en personne. C'est fou à quel point ça a changé la réalité. Effectivement, on a quand même hâte de trouver un genre d'équilibre qui va faire qu'on va plus au bureau pour
brainstormer, jaser, puis se faire grandir. Puis, ben justement, un équilibre travail-vie personnelle. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui m'écrivent en ce moment, en fait, parce que je pense que 2020 a fait partie de ce genre de réflexion-là, qui veulent partir leur entreprise. Je pense que c'est important d'avoir, vous, votre vision. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là? Mais je vais prendre un petit détour encore parce que moi, je suis bonne dans les histoires longues, mais bon, maman est une petite fille de 2 ans, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais lui apprendre? Puis en fait, ce que j'aimerais lui apprendre, c'est de suivre ses rêves, de se faire confiance puis de foncer. Parce qu'au final, si tu as une bonne idée, si tu as envie de faire, peu importe c'est quoi ton projet, ben vas-y, puis tu sais, au pire, tu vas apprendre, au pire, tu vas juste en sortir grandi, tu sais, puis je pense pas que d'être entrepreneur, c'est la seule définition du succès, tu sais, il y a aussi l'entrepreneuriat qui est de se développer au sein d'une entreprise, il y a de développer des projets aussi parallèles, il y a plein de choses qui font qu'on se sent accompli puis qu'on se sent heureux, bien. Moi, je dirais que ça se résume à suivre son instinct, oser vivre ses rêves, puis tu sais, pas juste les rêver, là, vraiment les mettre en application. Puis tu sais, le pire qui peut arriver, c'est qu'on va s'ajuster puis qu'on va essayer autre chose. Fait que je pense qu'il faut pas être drivé par la peur plus que par ses rêves. J'ai l'impression, Francisca, à chaque fois que je t'écoute, que tu es quelqu'un qui suit vraiment ses rêves. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'arrête? Le vertige. Non, mais les hauteurs, en fait, moi. Si tu te demandes d'aller sauter en bungee, même si c'est pour remporter le plus gros client de la Terre, je pense pas. Mais honnêtement, non, parce que, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est ça, moi, que j'essaie toujours de me dire, tu sais, c'est bon, ben on va faire erreur, puis ben après ça, on va devoir s'ajuster. Puis, tu sais, c'est de dédramatiser les situations aussi. Je pense que ça aide énormément. Mais bon, je suis pas sans faille non plus, là. Récemment, j'ai quand même frappé un sale mur du côté personnel. Mon mari a été extrêmement malade. En fait, il a passé proche de mourir. Puis ça m'a foutu la chienne pour de vrai. J'en subis encore les contre-coups avec un état de post-traumatique avec lequel je jongle et que je travaille fort. Mais je pense qu'on a le droit d'avoir des faiblesses, on a le droit de les accepter, mais en même temps, il faut se faire confiance, puis il faut miser sur ses forces. Je voulais pas rentrer nécessairement dans ta vie personnelle, Francisca, parce que tu es quelqu'un qui en a subi quelques-uns, en tout cas quelques événements, tous en même temps, ne serait-ce que t'en as parlé un petit peu de la façon que c'était pas nécessairement facile de tomber enceinte de ton côté, puis ton mari aussi. Tu sais, malgré tout ça, t'as continué à avoir une entreprise à flot. Il y a peut-être rien à dire là-dessus, mais j'aimerais juste quand même souligner le fait que pour toi, tu as eu la force de faire ces 3 choses qui, dans une vie, peut être quand même assez... Est-ce que tu as eu une révélation personnelle face à ça? Ben, je pense que, tu sais, oui, il y en a qui me revient de par ma force, puis justement mon envie de continuer à me battre, mais il y a aussi, tu sais, la force de bien s'entourer. Puis je pense que au moment où j'ai vécu vraiment, tu sais, puis bon, concevoir ma fille, ça c'est une chose, mais je dirais que vraiment la plus grande épreuve de ma vie, ça a été mon chum, puis ça a été vraiment vraiment difficile. Puis à ce moment-là, je me suis sentie supportée, puis ça m'a aussi donné de la force, tu sais. Puis aussi, j'ai pas pris une pause très longue, là. J'ai tout de suite, après cet événement-là, recommencé à travailler, puis ça m'a aidé justement à pas créer un pont entre les deux. C'est sûr que je dirais que oui, ça prend une force intérieure, mais il faut aussi bien s'entourer puis savoir demander de l'aide, là, tu sais. Moi, ça a été à certains moments peut-être d'annuler des rencontres, de les déplacer parce que bon, c'était pas une bonne journée ou que c'était plus difficile ou que j'avais besoin d'un peu plus de temps. C'est vraiment, je dirais, tu sais, un mélange entre les forces qui viennent de soi-même, mais aussi de l'entourage, les proches. Puis, tu sais, Claudia, c'est la première personne qui est venue à l'hôpital le matin même, dans la nuit. Je l'ai appelée, textée, bref. Fait que c'est sûr qu'elle a été extrêmement présente. Elle était là au moment où on attendait les nouvelles. Comment qu'il va ton... Ah, ben écoute, on a le meilleur des deux. En fait, on a le meilleur est arrivé dans le pire scénario, dans le sens où maintenant, il vit avec une condition, en fait, histoire courte, là, je vais essayer. Il a fait une ischémie mésenterique aiguë, ce qui est en fait l'équivalent d'une crise de cœur, mais dans le système digestif.
Puis c'est une maladie extrêmement mortelle parce que le symptôme, c'est t'as mal au ventre, puis t'es constipé. Fait que, tu sais, on l'a pas du tout vu venir. Puis ça a été un concours de circonstances qui est allé à l'hôpital en pleine nuit. Puis que moi, je m'étais recouchée parce que je commençais, ça c'est arrivé un mercredi, puis le lundi, j'ai recommencé à travailler de mon congé de maternité. Finalement, j'ai eu un mauvais feeling, je suis juste allée à l'hôpital, puis ils m'ont dit, en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'il allait mourir parce que son intestin était mort, puis qu'il y avait rien à faire. Mais au final, avec 5 jours de coma, plus 3 opérations, ils ont réussi à ramener, dans le fond, le maître d'intestin qui nous permet d'avoir une qualité de vie. Puis aujourd'hui, ben oui, il prend de la médication, il est suivi, mais tu sais, on a une belle qualité de vie, il peut continuer à vivre ses rêves, on a déménagé en campagne, il a repris aussi, ses capacités à se nourrir par lui-même. C'est pas du tout une épreuve que je souhaite à personne, mais ça nous a justement ramené sur qu'est-ce qui est important dans la vie, puis de se concentrer justement sur oui, les projets professionnels, mais de travailler aussi, tu sais, toutes les ambitions personnelles. Bon, à ce moment-là, nous, on rêvait de déménager, mais on déménageait pas pour plein de raisons. Puis, on rêvait de se marier, puis, tu sais, on se demandait est-ce qu'on doit déplacer le mariage parce que, bon, le mariage, c'est compliqué à organiser, ça coûte cher, tout ça. Finalement, quand il est sorti de l'hôpital, ben on s'est mariés, puis quelques semaines après, on a déménagé, puis on s'est vraiment concentré sur ces projets-là qui, aujourd'hui, nous tient très fort. Toi, Claudia, j'imagine que ça te ramène beaucoup de souvenirs d'entendre ça. Ça a été une période quand même rocambolesque, là. Je veux dire, c'est pas tous les jours que quelqu'un t'appelle pour te dire, tu sais, mon chum est malade, puis de vouloir être là aussi pour l'autre, pour supporter, puis en même temps, ben, être présent pour l'entreprise pour que les choses continuent. Fait que tu essaies d'avoir comme des tentacules. Mais tu sais, en même temps, quand tu sais que l'autre personne ferait la même chose pour toi, c'est juste inévitable, puis c'est naturel. Fait que, oui, c'est sûr que ça a été une période particulière, on peut pas se le cacher, mais heureusement, les choses, quand on est au mariage, les choses se sont bien placées, puis c'est sûr que ça a été un bouleversement quand même. C'est drôle parce que le hasard fait bien les choses. Le premier meeting que j'ai eu suite à mon retour au travail, suite à cette histoire-là, ça a été justement une rencontre avec le CI3S pour recruter du personnel pour travailler dans les hôpitaux, dont l'hôpital où mon chum avait été guéri. Fait que ça a comme justifié, OK, il faut absolument que je travaille parce que là, je peux justement aider en recrutant des gens qui vont éventuellement sauver d'autres personnes. Fait que ça a bouclé la boucle. Puis, tu sais, on sauve pas des vies, mais des fois, justement, sur des mandats comme celui-là, on arrive à faire la différence. Puis c'est là qu'on se dit, ben, tu sais, c'est ça notre mission aussi, là, c'est de faire une différence pour des entreprises d'ici, qui ont des belles valeurs, qui ont une belle mission. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, les épreuves de la vie nous font choisir, bon, tu sais, là, à ce moment-là, puis je pense que ça a toujours été notre motivation. Puis d'ailleurs, c'était une des premières discussions que j'ai eues avec Claudia sur c'était quoi la vision d'FDM. C'était, à ce moment-là, je lui avais dit, c'est de devenir le Louis Vuitton de la communication. Et ça, de devenir le Louis Vuitton de la communication, ça peut pas arriver du jour au lendemain, parce que ça veut dire que tu es plus cher que les autres. Ça veut dire que ta qualité aussi est toujours top, 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 pas de faille. Fait que ça nous a pris quand même un moment. Puis, on est peut-être un hybride entre un sac de prestige, peut-être pas Louis Vuitton, mais on n'est pas non plus une marque qui est grand marché. Ça a comme renforcé ce sentiment-là de choisir ça sur quoi on met nos énergies, parce que le temps est précieux. Puis je pense que ça a justement fait l'entonnoir. Puis aujourd'hui, tu sais, on est fiers parce qu'on a ce, entre guillemets, luxe-là de dire non si un mandat cadre pas avec nos valeurs, notre mission, nos envies aussi de faire une différence. Ouais, puis tu sais, pendant la pandémie, même, on revient à ça, mais quand on dit on sauve pas des vies, on n'en sauve pas dans le réel, mais on a supporté, en tout cas, on aime croire qu'on a supporté des entreprises d'ici qui, des fois, l'avaient pas facile pantoute. Ils étaient sur nous pour les aider à se faire voir, à se faire connaître, puis à continuer d'être présent. Il y a un de nos clients, notamment, je ne vais pas le nommer, je vais le dire, mais c'est le groupe Zibo. Leurs salles à manger sont fermées depuis quasiment 1 an, là. Ça a aucun sens, puis ils sont restés avec nous autres. On a travaillé tellement fort pour s'assurer que les commandes pour emporter, ça fonctionne. Puis on sauve pas des vies, c'est pas ça, mais si on peut s'assurer de supporter une entreprise qui est menée par des gens d'ici qui travaillent fort, puis qui veulent juste comme
se dépasser puis s'assurer d'arriver au bout aussi fort, sinon plus qu'il était avant, ben ça, c'est tellement gratifiant. T'sais. Bon, le temps file, je veux juste terminer pour savoir, est-ce qu'il y a des projets que vous développez en plus de tout ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous développez présentement? Ben, en fait, oui. Parce que la pandémie, là aussi, une chose que ça nous a permis de faire, c'est de boucler la boucle dans notre offre de service. Parce que oui, FDM est souvent perçu comme étant une agence de relations de presse, alors qu'on n'est pas seulement une agence de relations de presse. Dans le fond, il pourrait avoir plusieurs noms pour nous définir, mais on est une boîte créative de communication et de marketing. Puis on a vraiment travaillé fort et vitesse grand V à le volet numérique en 2020. Donc, aujourd'hui, on a une offre très complémentaire avec le SEO, tout ce qui est médias payants, Google Ads, publicité aussi sur Facebook et Instagram pour lesquels on a, quintuplé nos budgets pour lesquels on doit en fait les optimiser là, pour nos différents clients. Ce qui m'amène à dire que 2021 pour nous, c'est le nouveau en fait FDM qui est une agence qui vraiment aide nos clients à rentabiliser leurs efforts. Donc, tu sais, généralement, ou dans le passé, les actions de presse, les actions marketing, on les faisait séparément. Les relations de presse, c'était seulement bon pour la notoriété ou tout ce qui était qualitatif. Puis bon, le marketing venait appuyer, alors que là, nous, on marie vraiment les deux et on est capable de garantir justement pour certains clients un retour sur investissement, des résultats attendus, etc. Donc, on est vraiment dans comment je pourrais dire ça, optimisation du budget marketing. C'est un beau défi aussi pour l'équipe qui était là au niveau des relations de presse, puis qui, en ce moment, jongle avec aussi tout ce qui est le numérique. Fait qu'on a vraiment du monde à l'interne qui ont une expertise très, très 360, et puis qui pensent les campagnes un peu comme Francesca et moi, là. C'est ça qu'on essaie d'inculquer, dans le fond, c'est de voir l'ensemble des communications avec tous les services qu'on offre, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus optimal pour chacun de nos clients? En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer? Femme de fer, je pense que c'est juste femme, pour moi, là, c'est juste être une femme, finalement, être bonne dans une tonne de facettes de la vie, autant personnelle, professionnelle, avoir des doutes, se permettre d'avoir des insécurités, passer par-dessus, aller chercher les outils que ça nous prend pour passer à travers les différents, je sais pas moi, défis ou obstacles qui se présentent devant nous, être pleine d'ouverture. Je pense que c'est juste être une femme moderne un peu, puis en même temps sans pression. Tu sais, je trouve qu'on met beaucoup de pression aussi sur c'est quoi être une femme forte, mais une femme forte, c'est pas quelqu'un qui réussit tout le temps, c'est quelqu'un qui essaie, qui retombe, qui se relève, puis qui se permet des fois d'avoir des échecs. C'est bien correct aussi, ça fait partie de la vie. Toi, Francesca? Ben écoute, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Claude, parce qu'on a tendance à dire des femmes fortes, des femmes créatives et tout ça, mais en même temps, je pense qu'il faut accepter nos forces, nos faiblesses, s'entraider entre nous, être positive, savoir aussi bien s'entourer quand on a des faiblesses là, pour être capable de se remonter, puis d'arrêter justement d'avoir peur, puis tu sais, une femme forte, mais qui est capable d'accepter ses faiblesses également. Très à l'image des femmes aussi qu'on côtoie, parce que en fait, nous, là, on côtoie énormément de femmes entrepreneurs, des femmes brillantes, même qui sont dans des entreprises qui ont des bons postes. En fait, tous les postes, là, on en rencontre là, justement, j'ai quelques noms en tête de gens qui commencent dans l'industrie, puis my God, on sait qu'ils vont aller loin parce qu'ils ils ont cette fougue-là, puis je pense qu'on peut souhaiter ça à toutes les femmes de se faire confiance. La meilleure façon de vous contacter, les filles, c'est comment? agencefdm.com. Puis, écoute, on peut pas passer à côté parce qu'on a un super compte Instagram aussi. Fait Agence FDM. Agence FDM, sur toutes les plateformes, de toute façon, vous êtes présente. Alors, on va vous suivre. Merci beaucoup, beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Francesca, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui dans votre journée, j'imagine, bien remplie. Vous avez l'air bien zen de même, mais je suis certaine qu'il y a comme 10 000 messages de courriels qui rentrent. Je suis comme, OK. Fait qu'on le sait pas, là. Oui, c'est ça. Ça a passé tellement vite, l'heure, j'en reviens pas que c'est déjà fini. Oui, je suis très, très contente de vous en parler.
Merci de faire ça, Sophie. C'est super le fun. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.